Bienvenue dans votre émission hebdo, c'est la santé. Cette semaine, un thème qui nous concerne presque tous, les blessures liées au sport. En effet, il faut savoir que 53% de la population française pratique au moins une fois par semaine une activité physique. Et avec l'arrivée de l'été, on se remet au jogging et à la natation et il arrive que ça fasse très mal. Pour en témoigner, un sportif de haut niveau, Marcel Dib, ancien footballeur professionnel, champion de France en 88 avec l'équipe de Monaco, puis un passage à Bordeaux et enfin à l'OM. Face à lui, Pierre-Olivier Pinelli, chirurgien orthopédiste à l'hôpital de la Conception. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le sport, ça peut faire très mal, n'est-ce pas? Oui. Quel est votre pire souvenir de blessure, vous? Vous êtes blessé sans doute? Avec Bordeaux, un tacle pas derrière, j'ai eu la gaine du tendon péronnier qui a été ouverte et je me suis fait opérer à la Conception. Combien de temps, du coup, vous avez... Oh, moi, ça a été rapide. J'ai eu 2 mois de rééducation et au bout du 4e mois, j'ai joué. Alors, Olivier Pinelli, c'est quoi les blessures les plus fréquentes en général quand on fait du sport? La blessure la plus fréquente que l'on rencontre en pathologie sportive, c'est dans 90% des cas, c'est une entorse de la cheville. Cette entorse de la cheville peut être soit grave, ce qui est relativement rare. La plupart du temps, elle est bénigne. On retrouvera presque en 2e position un traumatisme qui concerne l'épaule, souvent les luxations acromioclaviculaires ou bien les luxations de l'épaule. Alors, c'est avec quel sport en général? Le ski, c'est plutôt les ligaments croisés Alors, le ski, c'est plutôt les ligaments croisés, absolument. Et au foot, c'est plutôt la cheville? Non, le foot concerne à la fois la cheville, mais en grande partie aussi les ligaments croisés du genou, les ligaments du genou. Alors pour limiter les traumatismes, préparer son corps reste donc la meilleure solution. Exemple avec ce reportage de Thierry Lalin. Dans chaque sport, la préparation physique joue un rôle déterminant dans la performance du sportif, mais aussi dans la prévention des blessures. Le préparateur sportif accompagne le sportif vers le plus haut niveau, en déchiffrant ses exigences, qu'elles soient techniques, tactiques, énergétiques, physiques ou psychologiques. Soit on travaille en équipe, soit on travaille individuellement avec le sportif, soit on travaille sur un sportif, soit on travaille sur une équipe. C'est quelque chose d'assez complexe, la préparation physique. C'est presque un art, parce qu'on mesure de plus en plus de choses. Maintenant, au niveau de la science, ça nous aide beaucoup. Mais en même temps, il reste le grand inconnu qui est le corps, qui est l'organisme du sportif, qui est le mental du sportif. Et donc, c'est là où s'exerce vraiment notre art, on va dire. Chaque sport apporte ses exigences et chaque sportif ses besoins. Le préparateur physique doit donc trouver la meilleure méthode pour aider l'athlète à se sublimer. Vu mon parcours et vu ce que m'ont appris les sportifs, en les accompagnant comme ça dans la performance, vous êtes toujours confronté à vos limites. Et vos propres limites fait que vous apportez la meilleure réponse du moment, mais cette meilleure réponse ne peut pas vous satisfaire complètement. Donc vous êtes en recherche de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Donc dans cette démarche, j'ai fait de la sophrologie, mais aussi j'ai fait une formation Pilates. Ensuite, par des rencontres dans une population de danseurs, danseuses, qui m'ont beaucoup inspiré, j'ai eu à découvrir le gyrotonique. Le gyrotonique a été inventé dans les années 80. Cet appareil permet d'effectuer des mouvements dans tous les axes en libérant les articulations et en permettant de trouver une meilleure coordination des mouvements. Damien Moutet est raseteur. Il pratique la course camarguaise. Ce sport consiste à retirer des attributs fixés aux cornes des taureaux à l'aide de crochets. Ce sport très physique a poussé Damien à rechercher un préparateur physique. C'est des sprints, des replacements, des accélérations qui se terminent par un saut. Donc c'est très physique. Moi je suis venu à la préparation physique parce que bon, je m'entraînais auparavant un peu comme je pouvais, quoi. J'allais jouer au foot, puis rien de spécifique. Et je faisais qu'un blessé au niveau des ischio-jambiers. J'avais plusieurs déchirures musculaires. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, donc je me suis mis en liaison avec Roger. On a établi des programmes pour essayer de nous prendre la main. On essaye d'éviter les blessures. L'intervention du préparateur physique dans l'entraînement du sportif a porté ses fruits. Dans mon corps, je me sens mieux. Les blessures, je touche du bois, j'en ai beaucoup moins. Bon, après, il y a toujours le risque de blessure par rapport à mon sport qui est dangereux, mais niveau musculaire, pour l'instant, j'ai beaucoup gagné, quoi. Qui est parti de là et dedans. Le préparateur physique est le copilote du sportif.
Il l'accompagne au quotidien pour le maintenir au meilleur de sa forme. Après une blessure, il fait le lien entre les différents intervenants qui participent à son rétablissement pour lui permettre de reprendre son activité dans de bonnes conditions. Alors Marcel Dib, vous, quelle était votre préparation physique? Vous avez des bons souvenirs de la préparation physique? Oui, j'ai eu à Marseille Roger Poco comme préparateur physique. Donc vous l'avez retrouvé là? Donc après, tout dépend des joueurs, c'est-à-dire il y a des défenseurs qui font des exercices particuliers, des milieux... En fonction du poste, on n'a pas forcément Exactement. les mêmes exercices. Et en fonction des équipes aussi, est-ce que les préparations sont différentes? Ah oui, chaque entraîneur et chaque préparateur physique a son idée, donc il faut la respecter. Et après, bon... Quand vous jouiez par exemple une fois par semaine, il fallait combien de temps de préparation, combien de temps avant, ça se passait comment? On s'entraînait tous les jours. On s'entraînait 1h30 pratiquement tous les jours, oui. Des fois 2 fois, c'est-à-dire 2h le matin, 2h l'après-midi. Mais souvent c'est en début de saison. Après quand le championnat est lancé, on s'entraîne 1 fois par jour. Et sans être un sportif de haut niveau, on a besoin d'une préparation. Je pense, par exemple, avec les beaux jours, on a envie de se remettre au sport pour perdre 2-3 kilos en trop. Est-ce qu'il y a besoin d'une préparation aussi dans ces cas-là? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a besoin d'un préparateur physique. Par contre, il faut faire les choses... Voilà, sans avoir, oui, voilà, il faut faire les choses, je vais dire, de manière... intelligente entre guillemets, il faut s'y mettre progressivement et il faut surtout faire attention au climat également. Quand il fait très chaud, il faut toujours avoir de l'eau, enfin il faut s'y mettre en raisonnant un petit peu et progressivement. Et justement, que faut-il faire par exemple, c'est nécessaire de s'échauffer par exemple avant d'aller faire du jogging? C'est même pas nécessaire, je dirais c'est indispensable de s'échauffer, absolument indispensable, y compris par temps chaud. Il ne faut pas confondre avoir chaud et s'échauffer, voilà. Et pour tous les sports, pas simplement pour le jogging, même pour la natation par exemple, il faut s'échauffer, etc. Absolument, il faut s'échauffer pour tous les sports. Si on ne s'échauffe pas, alors... Eh bien, on risque, dans le cas le plus bénin, on risque une petite déchirure musculaire, au moins une élongation, et si en plus on fait du sport alors qu'on est dans un contexte où on travaille beaucoup, où on est plutôt fatigué, les accidents musculaires surviennent beaucoup plus facilement, sans échauffement. De l'âge aussi, je suppose que on n'a pas besoin du même échauffement en fonction d'âge ou... On n'a pas besoin du même échauffement, mais je vais dire que plus on avance en âge, plus l'échauffement est important. Est-ce qu'il faut avoir une alimentation particulière aussi? Est-ce que ça peut jouer aussi pour limiter les blessures qu'on peut effectivement se faire? En parlant du sportif occasionnel que nous sommes tous, la plupart, il suffit d'avoir une alimentation équilibrée. Si après on envisage de faire du sport à plus haut niveau, du sport en compétition, à ce moment-là, il faut régler son régime sur l'intensité de l'effort que l'on va être amené à faire. Il y a un impact aussi de l'hydratation et de l'eau. Je crois qu'il faut boire, mais à quel moment est-ce qu'il faut boire? Parce que certaines personnes disent qu'il ne faut pas boire pendant l'effort, d'autres il ne faut pas boire avant, il faut boire après, on ne sait pas à quel moment. Je vais essayer de vous donner une réponse relativement claire. Chaque heure de pratique sportive, en gros, l'été vous perdez 1,5 litre d'eau pour chaque heure de pratique sportive et l'hiver 1 litre d'eau. Lorsque vous perdez de l'eau, vos performances baissent et il est capital de boire avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Donc, par petites gorgées pendant l'effort, bien entendu, mais tout le temps. Est-ce qu'on peut faire du sport à n'importe quel âge aussi? Absolument. Même à 97 ans? Si on a l'esprit pour cela, si on a la forme qu'on a envie. Évidemment, il faut faire du sport en fonction de ses capacités physiques, mais c'est absolument recommandé d'avoir une activité physique. Si je dois dire du sport en compétition, c'est hors de question quand on est trop vieux, mais il faut garder une activité physique à tout âge de la vie. Et autre question aussi, est-ce qu'on peut faire trop de sport? Il peut arriver que l'on fasse trop de sport, et c'est là que l'on rencontre les blessures. Alors justement, trop de sport, comment? Je prends l'exemple type, admettons, une personne qui a fait beaucoup de sport toute sa vie, qui, avec les années, voudrait faire et avoir la même forme physique, et qui ne se rendrait pas vraiment compte, en fait. Comment on se rend compte qu'on fait trop de sport?
assez difficile. C'est en fonction de la fatigue, c'est comment ça se passe? On ne peut pas s'en rendre compte au moment où l'on en fait trop. Peut-être que l'âge avançant, on peut se rendre compte a posteriori qu'on a un peu exagéré sur la pratique sportive. Voilà, c'est-à-dire que après, il n'y a pas de données toutes faites en se disant à partir d'un certain âge, il faut éviter de pratiquer tel type de sport, tant d'heures par semaine, je ne sais pas. Idéalement, il faut essayer de bien se connaître. Si on peut être encadré par des gens qui connaissent les choses, c'est très bien. Mais de là à dire à un jeune de 20 ou 25 ans, tu fais trop de sport, jamais il ne vous écoutera. Il va chercher ses limites et c'est tout. Parce qu'on peut faire trop de sport aussi quand on a 20 ans ou 25 ans. Mais bien entendu, bien entendu. Vous, Marcel, vous faites toujours du sport? Oui. Toujours du foot? Oui, toujours du foot. Comment vous faites? À Marseille, vous vous entraînez? Non, je ne m'entraîne pas. Je joue au tennis ballon une fois par semaine et je fais des matchs régulièrement, souvent pendant la période d'été, là, comme maintenant. Bon, après, c'est vrai qu'on ne s'entraîne plus comme avant, donc on se blesse plus facilement. Et une fois qu'on est blessé, puisque je voulais rebondir sur ce que vous disiez, il vaut mieux éviter de faire du sport. Une fois que l'on est blessé, bien sûr, il y a 3 périodes essentielles à respecter. La première période, c'est la période de cicatrisation, qui doit être absolument respectée. Alors évidemment, on parle de certaines blessures, pas de toutes. Pour toutes les blessures, il y a une période de cicatrisation. Pour toutes les blessures. Pour toutes les blessures, il y a une période de cicatrisation à respecter absolument. Cette période de cicatrisation est suivie d'une période de rééducation et puis ensuite, chez les athlètes, une période qu'on dit de réathlétisation. Toutes ces périodes évidemment se chevauchent les unes les autres, mais il est absolument indispensable de respecter une période préliminaire de cicatrisation si l'on veut pouvoir avoir un jour la possibilité de reprendre le sport au niveau que l'on pratiquait. Et justement, si on veut reprendre le sport, je vous propose de regarder toujours ce reportage de Thierry Lalin. Voyez comment on peut reprendre le sport après un traumatisme. Chez les sportifs, les blessures sont toujours un événement traumatisant, car elles peuvent être à l'origine d'une baisse de niveau, voire de l'arrêt de l'activité. Lorsque la blessure nécessite une intervention chirurgicale, le temps de latence va durer plusieurs mois, mettant souvent fin à une saison. Ce laps de temps doit être mis à profit pour que le sportif puisse reprendre la compétition à son meilleur niveau. Il va falloir schématiquement distinguer en fait 3 phases. La première phase post-opératoire immédiate qui peut aller de 15 jours à 1 mois, c'est une phase où on va être entre guillemets gentil avec lui, c'est-à-dire on va calmer la douleur, on va calmer l'inflammation, on va surveiller l'absence de survenue de complications, on va le rassurer, la partie psychologique est très importante, mais on ne va pas être agressif au niveau de la rééducation. Dans la première phase, il faut éviter de vouloir aller trop vite. En essayant de gagner du temps, on risque d'en perdre en se blessant à nouveau. Il faut vraiment respecter cette phase et je dirais, dans cette phase-là, il est urgent d'attendre. La deuxième phase, par contre, dès que le genou est bien, là, il est urgent de débuter la vraie rééducation avec un vrai travail d'amplitude, un vrai travail de force, un vrai travail de stabilité. La deuxième phase, la phase de rééducation, est réalisée par un kinésithérapeute, si possible spécialiste du sport en question, car il connaît bien les contraintes que ce sport demande à un muscle, un tendon ou une articulation. La deuxième phase, elle, c'est vraiment la phase de rééducation proprement dite. Et donc, on va s'attacher à restaurer 3 choses. En fait, les amplitudes articulaires, qui sont toujours limitées après une intervention chirurgicale, la force musculaire de tous les groupes musculaires concernés, et puis tout ce qui est stabilité proprioception. Après une chirurgie des ligaments croisés du genou, il faut compter environ 5 à 6 mois de rééducation. Passé les premiers mois, on considère que le ligament est en partie cicatrisé. On peut alors débuter une musculation plus soutenue. Donc on va hyper intensifier cette musculation. On va y associer la proprioceptivité, c'est-à-dire la proprioceptivité, c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'on va demander à un moment précis au muscle de réagir par rapport à une sollicitation. Et donc on va créer des mouvements qui vont être des mouvements anormaux pour que le muscle réagisse. Donc on arrive vers la phase du 5e mois, on va reprendre une course à peu près normale. On leur fait faire du biodex, un appareil assez sympathique qui nous permet d'avoir quand même des réponses musculaires extraordinaires. Quand ce sont des sportifs de haut niveau, on les remet avec les préparateurs physiques parce que c'est eux qui sont le complément idéal de notre rééducation. Sinon, on leur fait des petits programmes de rééducation pour les remettre dans un circuit. La réathlétisation constitue la 3e phase de la rééducation et de la guérison du sportif. Et là, c'est une phase où on va
pas seulement s'occuper du genou si c'est un genou qui a été opéré, mais également de l'ensemble du sportif parce qu'il va falloir qu'il récupère toutes ses qualités physiologiques, ses qualités de force, ses qualités d'endurance, etc. Donc la rééducation sera poursuivie pendant cette période, mais là on fera une rééducation beaucoup plus agressive et beaucoup plus dynamique. C'est ce qui se fait chez les sportifs de haut niveau, c'est que c'est un travail d'équipe en fait. C'est-à-dire que l'entraîneur aura aussi un peu son mot à dire, le kinésithérapeute, le préparateur physique et puis bien sûr le sportif lui-même. Parce que là, il faudra également beaucoup le rassurer et le mettre en confiance dans ce qu'il peut refaire avec ses articulations. Rassurer le sportif et l'accompagner vers la guérison et le haut niveau est un travail quotidien difficile. Comprenez bien qu'un sportif de haut niveau qui est arrêté pendant 8 mois, c'est compliqué au niveau cérébral, parce qu'ils deviennent à peu près fous, si ce n'est complètement. Et c'est difficile parce que c'est très astreignant. C'est un gros travail mental, parce que ça touche beaucoup aux questions psychologiques. Et puis il faut être bien entouré aussi par la famille, par les amis, tout ça, ça aide beaucoup. Et puis quand il y a des entraîneurs qui te font confiance, ça marche bien. Il faut déjà être bien entouré médicalement. Si ce n'est pas de bons médecins, s'il n'y a pas un bon suivi, je ne pense pas qu'il puisse avoir une bonne rééducation et une bonne reprise. Une bonne rééducation post-chirurgicale du ligament permet aux patients de reprendre ses activités dans les meilleures conditions. Elle redonne mobilité, motricité et force musculaire en tenant compte de l'évolution de l'articulation. Marcel, vous en parliez tout à l'heure de votre traumatisme que vous aviez eu, le pire traumatisme. Vous aviez une longue période de rééducation pour ça? Oui, j'ai eu 3 mois de rééducation. Et... Alors comment ça se passe une journée de rééducation quand on est un joueur professionnel comme vous? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? C'est des enchaînements de rendez-vous? Comment ça se passe? C'est des enchaînements de soins. Bon, on n'a pas besoin de faire 3 à 4 heures de soins. Il faut faire des soins précis, 2 fois s'il faut par jour, le matin et l'après-midi. Et vous étiez dans des hôpitaux, dans des centres, ou bien vous pouviez le faire chez vous? Ah non, on va chez les kinés. Après, Pierre-Olivier peut en parler. On fait de tout. On fait du laser, on fait de l'électricité, on fait de la musculation. Mais il faut y aller doucement, quoi. C'est douloureux, sans doute? Non, c'est quand on se blesse, c'est douloureux. Après, bon, on a une période de soins. Il ne faut pas que ce soit douloureux. Il ne faut absolument pas que ce soit douloureux. Voilà. C'est un message très important. La rééducation doit se faire sans douleur parce que la douleur va empêcher une récupération correcte dans des délais normaux. Et puis, il y a différents types de traumatismes aussi, je suppose, qui n'amènent pas aux mêmes rééducations. Absolument. Vous avez des traumatismes que l'on dit aigus, qui surviennent par exemple au décours d'un choc, que peuvent être les fractures, si elles concernent les os, qui peuvent être les entorses ou les luxations, lorsque l'on parle d'articulation. La luxation, c'est l'os qui sort de sa tête, quoi. C'est ça? C'est une manière de voir. La luxation est une perte de contact permanente entre les deux extrémités, entre les deux parties d'une articulation. La luxation la plus fréquente étant celle de l'épaule, puisqu'elle concerne presque 2% de la population. C'est une perte de contact complète entre les surfaces articulaires. L'entorse est une perte de contact provisoire entre les deux surfaces articulaires. Cette perte de contact est forcément associée à une déchirure d'une partie des ligaments qui stabilisent l'articulation. Donc ça, ce sont les traumatismes aigus. Ce sont les traumatismes aigus qui peuvent aussi toucher un autre élément de l'appareil ostéo-articulaire ou musculaire, ce sont les muscles. Et en matière de muscles, vous avez différents types de traumatismes, du plus bénin, où il s'agit de l'élongation, au plus grave, la rupture musculaire. Dans quel cas est-ce qu'on opère ces traumatismes ? On doit opérer dans tous les cas Absolument ou pas forcément ? Absolument pas. Pour ce qui concerne les fractures, pas toutes nécessitent une opération, mais d'ailleurs tout le monde le sait. Certaines fractures, le traitement consiste simplement à faire une immobilisation par plâtre ou par une attelle spécifique. Par exemple pour les côtes ? Je pense à ça. Je me suis fracturé une côte, c'est pour ça, je sais que je n'ai pas été opéré. J'imagine que vous n'avez pas été opéré, ni plâtré d'ailleurs. Non, mais ça fait très mal. Hein. Ça fait très très mal pendant quelques semaines. Voilà. Il vaut mieux d'ailleurs ne pas être grippé pendant cette période et ne pas tousser. Ne pas tousser, oui, effectivement, ou pas avoir... Éviter de rire peut-être aussi. Oui, aussi, oui. Est-ce qu'il faut une rééducation dans tous les cas ?
pour chaque problème, pour chaque traumatisme en fait? Je dirais que dès l'instant où on a atteint l'âge adulte, et peut-être encore plus chez les vétérans, la rééducation est quasiment obligatoire. En matière, tout dépend évidemment de la gravité du traumatisme. Chez les enfants, ça n'est pas une absolue nécessité. L'enfant reprend de lui-même ses activités spontanément. Donc le corps s'adapte en fait. Je dis les enfants, hein, à partir des adolescents, il est conseillé de faire une rééducation. Donc jusqu'à 10 ans, en gros, on n'a pas forcément besoin. Jusqu'à 10 ans, on n'a pas forcément besoin d'une rééducation. Après, en fonction de la gravité de la blessure, il faut un encadrement évidemment, mais l'enfant reprendra spontanément lui-même sans. Si vous voulez, ce qui est important en matière de rééducation, c'est le retentissement psychologique de la blessure. Et l'enfant, une fois qu'il se sent bien, il reprend lui-même toutes ses activités. Est-ce que certaines blessures peuvent empêcher définitivement la reprise du sport? Bien sûr, les blessures les plus graves, si elles concernent définitivement la reprise du sport que l'on pratiquait, oui. De tous les sports, non. En cas de blessure du membre inférieur, on peut très bien trouver une activité sportive qui va engager la partie supérieure du corps et vice-versa. Voilà. Donc, par exemple, pour certaines blessures, pour certains sports, vous avez un exemple de vos patients? Il y a eu l'exemple d'une skieuse dont j'ai oublié le nom, qui a eu un accident au cours d'une descente avec une fracture de vertèbre qui a entraîné une paraplégie. Il est évident que dans ces situations-là, elle ne pouvait pas reprendre. Effectivement, oui. Voilà. L'équitation aussi. Absolument. L'équitation, on a l'exemple d'un acteur très connu qui, victime d'un accident de cheval, avec un traumatisme du rachis cervical, est devenu tétraplégique. Faut-il consulter un médecin spécialiste du sport lorsqu'on s'est fait mal en faisant du sport? Est-ce que c'est obligatoire? Comment on procède en fait? Ça n'est absolument pas obligatoire. La première des choses, ce serait de consulter son médecin traitant. Maintenant, si l'on travaille, si l'on fait du sport dans le cadre d'un club de sport, chacun des clubs a ses médecins référents qui sont évidemment compétents en matière de médecine du sport. Vous, par exemple, vous êtes spécialisé justement dans le traitement des problèmes liés au sport? Absolument. Il y a d'autres personnes qui ont la même spécialité que vous et qui ne le sont pas? Je suis chirurgien orthopédiste, donc je m'occupe essentiellement de guider les récupérations et d'opérer, si nécessaire, les traumatismes qui ont été faits dans le cadre de la pratique du sport. Il peut s'agir des ligaments croisés du genou, il peut s'agir d'entorses de la cheville. Mais parce que, je veux dire, on peut se faire ce que vous disiez, l'entorse croisée des ligaments, sans forcément faire du sport, en tombant bêtement dans la rue, etc. Absolument. Les conséquences sont les mêmes. Les conséquences sont les mêmes, sauf qu'en matière de sportif, et notamment lorsque l'on est footballeur ou tennisman ou skieur, on a besoin d'avoir un genou extrêmement stable pour pouvoir pratiquer le sport dans bonnes conditions. Je me disais aussi, les traumatismes, quand on a un traumatisme physique, quand on est un sportif de haut niveau, est-ce qu'il y a un suivi aussi psychologique derrière? Parce que certaines personnes, justement, dans les cas que l'on parlait, ne peuvent pas reprendre leur activité. Est-ce que... Moi, j'en avais pas besoin. Hein. Après, chaque sportif dans sa tête est différent, quoi. Je veux dire, on voit aujourd'hui des joueurs professionnels psychologiquement un peu faibles. On l'a vu en Coupe du Monde, ils ont un peu de... Alors eux, ils n'ont pas eu de blessures physiques, enfin pas tous en tout cas, mais... Ah oui, ils ont eu quelques soucis dans leur tête. J'imagine bien que là, à la suite de l'histoire, de l'histoire que tout le monde connaît de cette Coupe du Monde, parce que pour être un sportif de haut niveau et pour être un sportif, on va dire, accompli, il faut être bien sur tous les plans, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Et Marcel en conviendra certainement, dès l'instant où vous avez des blessures psychologiques, quelles qu'elles soient, ça peut être le cadre d'un divorce, ça peut être le cadre, peu importe, ou d'un enfant malade, ou a fortiori lorsqu'on est quelqu'un qui est un personnage public comme les sportifs, comme Marcel l'a bien connu, lorsqu'on a des événements comme ça qui vous arrivent, les blessures, c'est probablement les blessures les plus longues à cicatriser. Et donc ce ne sont pas les blessures physiques? Absolument. Le psychologique joue donc toujours un rôle prépondérant en matière de médecine. D'où l'importance, notamment chez les professionnels, d'avoir un préparateur physique. De temps en temps, dans les clubs, il y a des psychologues qui sont associés, en plus des chirurgiens, des médecins et des entraîneurs.
On termine avec le vrai ou faux, ces affirmations de patients qui reviennent le plus souvent aux oreilles des médecins, aux vôtres en l'occurrence, et qui sont souvent fausses, mais pas toujours. Alors la première, après une entorse du genou, on peut reprendre le sport après 2 mois, c'est en général ce qu'on vous dit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors je vais sortir un petit joker et dire c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire s'il s'agit d'une entorse bénigne du genou qui concerne les ligaments périphériques du genou, c'est possible, dans la mesure s'il s'agit autrement d'une entorse grave, c'est-à-dire une entorse qui intéresse les ligaments qui sont au centre du genou, à savoir les ligaments croisés, là c'est totalement faux. En règle générale, ça nécessite une intervention chirurgicale. Et combien de temps alors du coup pour pouvoir... Au minimum 9 mois. Donc de 2 mois à 9 mois, oui, c'est pas du tout la même durée. Allez, on ne peut pas faire de sport avec une prothèse articulaire. Ça, c'est faux. C'est faux? Ça, c'est faux. Et je pense que Marcel pourra peut-être nous aider. Et peut-être a-t-il des amis qui sont vétérans et qui sont peut-être porteurs, puisqu'on sait que le sport pratiqué à haute dose peut entraîner une usure un peu plus précoce des articulations. Attention, hein, dans certains cas. Et dans ce cas-là, conduire à la pose d'une prothèse articulaire. J'imagine que Marcel a peut-être dans son entourage des amis qui sont porteurs de prothèses articulaires. Un ancien joueur international, Amoros, joue avec une prothèse de la hanche et il joue bien. Très bien. Bon. On peut avoir un tennis elbow sans pour autant jouer au tennis. Ça, c'est tout à fait vrai. Et ça, c'est vrai. Le tennis elbow étant une atteinte des tendons autour du coude. Et on peut retrouver ça chez le golfeur. On peut retrouver ça aussi chez ceux qui pratiquent l'ordinateur toute la journée avec les mains en extension, en permanence les mains et les doigts en extension. Et ça peut entraîner à la longue des micro-traumatismes sous la forme de ce que l'on appelle un tennis elbow ou, sur un terme plus général, d'une épicondylite. Merci beaucoup Pierre-Olivier Pinelli, merci beaucoup Marcel Dive d'être venu sur notre plateau. Fin de ce C'est la santé. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro.